Pour déterminer que votre fonction est une fonction palindrome, en fait, une chaîne de caractères est palindrome, l'approche la plus simple, c'est d'avoir deux pointeurs. Un pointeur qui est au début et un autre pointeur qui est à la fin. Okay? Le pointeur commence à partir de 0, ce pointeur commence à partir de la fin. Donc, comment est-ce qu'on fait? On déplace, on fait en fait i++, donc i va aller de 0 à la taille de notre chaîne de caractères, et puis j va aller à moins. Donc, chaque fois, je vérifie si l'élément qui se trouve à l'indice 0, peut-être si vous avez le mot radar. Donc, ce qui se passe, c'est que je vérifie si la chaîne de caractères qui se trouve à l'indice 0, et en fait, le caractère qui se trouve à l'indice 0, si c'est égal au caractère qui se trouve à l'indice combien? Nous sommes à 0, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais dire, est-ce que ces deux caractères sont égaux? OK. Ensuite, je décrémente, je vais décrémenter J et incrémenter I. Ensuite, je vérifie si le caractère se trouve à l'indice 1, si c'est égal au caractère qui se trouve à l'indice 3. OK, A est égal à A. C'est vrai. Je décrémente encore et j'incrémente I, je décrémente J. Donc, est-ce que le caractère qui se trouve à l'indice 2, OK. OK, regardez bien que lorsque je décrémente I va être égal à 2 et quand j'incrémente I passe à 2. Quand je décrémente J va passer à 2. Et là, vous avez en fait I est égal à J. C'est-à-dire que I est égal à 2, J est égal à 2. Et lorsque I est égal à 2 et J est égal à 2, n'est-ce pas? Ça veut dire que je sors de ma boucle et je vais retourner true. Parce que 2 n'est plus strictement inférieur à 2. 2 est plutôt égal à 2. Donc, si vous avez, dans une situation où les deux nombres coïncident, enfin, le dernier nombre, c'est-à-dire que le nombre le caractère du milieu coïncide, alors on interrompt la boucle et on va retourner true. OK? C'est un peu ça. Parce que dans le cas où on avait peut-être D ici, ça veut dire qu'on allait avoir ici 5, on allait avoir ici 4. Et ensuite, lorsqu'on allait incrémenter, on se rend compte que 2 est bien égal au caractère qui se trouve à l'indice 3. Et lorsque J est égal à 2, I est égal à 2, J est égal à 3. Donc, on peut encore entrer. Et lorsqu'on entre, regardez ce qui se passe, c'est que I va passer à 3, tandis que J va passer à 2. Et là, 3 n'est plus inférieur à 2. On sort de la boucle et on retourne au trou. Donc, si nous sommes dans une situation où le dernier caractère coïncide, on sort de la boucle, on retourne au trou. Si on se rend compte que ça ne coïncide pas, mais que I dépasse J, n'est-ce pas? On se retrouve dans une situation où I est venu dépasser la valeur de J. On va toujours sortir de la boucle et on va retourner true. Maintenant, quand est-ce qu'on arrête? On arrête, en fait, on retourne aux false au cas où, lors des comparaisons de caractères, il y a au moins un caractère, il y a au moins deux caractères qui n'étaient pas égaux. OK? Donc, c'est en quelque sorte l'algorithme qu'on va écrire. Je vais dire si le caractère se trouve à l'indice I, n'est-ce pas? Si ce caractère à l'indice I est différent du caractère qui se trouve à l'indice J, dès que ces deux caractères sont différents, alors il faut retourner false. Sinon, il faut continuer à incrémenter I et à décrémenter J. Donc ça, c'est mon algorithme, mais il y a des algorithmes qui sont plus adaptés. Okay? Parce que là, la complexité, c'est au moins en O de N, parce que si votre chaîne de caractères est de longueur N, en fait, non, puisque dans le pire des cas, on risque de parcourir toute la chaîne. Okay? Donc, vous vous retrouvez au moins à O de N. Et si on doit parcourir la moitié de la chaîne, on se retrouve toujours à N divisé par 2. Et donc, la complexité dans le pire des cas est toujours en O de N.
Okay? Même si on parcourt la moitié de la chaîne, ça va nous donner n divisé par 2 et c'est toujours en O de n. Donc, ici, la complexité est en O de n, mais il y a des algorithmes qui peuvent le faire en log of n. Okay? Donc, ici, on est en O de n, mais normalement, il y a des algorithmes qui peuvent le faire en log of n. Et log of n est toujours mieux par rapport à O de n. Je crois que l'astuce serait de diviser votre chaîne de caractères en deux et de vérifier que chaque fragment est un palindrome. Okay? Ouais, je crois en utilisant, je crois qu'il y a les tris qui font ça, peut-être le tri fusion. Okay. Dans le cadre, nous ne sommes pas dans le cadre du code d'algo, mais ce sont des notions que vous avez sûrement apprises. Je sais qu'il y a des algorithmes qui peuvent le faire en log of n en utilisant le principe de diviser pour rien. Okay? Parce que si votre chaîne de caractères est palindrome, alors je crois que c'est possible de faire quelque chose comme ça. OK, donc voici notre palindrome qui est supposé marcher. Et si on l'exécute, on va vérifier si ça passe les tests. Si ça passe les tests, alors vous avez en quelque sorte écrit la fonction palindrome. Si les tests échouent, alors on doit chercher un mot. OK, là, vous voyez, les tests ont réussi. Voilà. Donc, on a écrit les tests avant d'écrire la fonction. Ouais. OK. Par contre, si une personne a mal écrit palindrome, les tests vont échouer juste à ce qu'ils réussissent à écrire la fonction correctement. Ouais, ça. Donc, il y a en fait, le client sait comment, en fait, le client a une idée des entrées et des sorties possibles de la fonction. C'est-à-dire que le client va te dire, il veut ses entrées et il veut ses sorties. Et il n'a aucune idée, en fait, il va t'expliquer les étapes et c'est à toi d'écrire l'algorithme qui va prendre ces entrées et produire ces sorties-là. OK? Mais pour te rassurer que cet algorithme marche effectivement, tu peux commencer par écrire les tests de cet algorithme-là et ensuite, pas à pas, tuner ta fonction de test autre que ta fonction passe tous les tests. Et donc, ça, c'est une approche qui est vraiment utilisée quand vous avez déjà un jeu d'essai entre les mains, vous faites d'abord ces tests-là. OK. Ces tests-là. Dans quelque chose de très rapide, puisque c'est en Java. Normalement, au lieu d'avoir nombre palindrome et puis palindrome ici, je pouvais juste avoir une seule fonction. Okay. Ça, c'est la redéfinition. Okay. Donc, je crois que c'est la surcharge. Okay. Vous avez deux fonctions qui portent le même nom, mais ça ne va pas planter, tout simplement parce qu'ils diffèrent au moins d'un argument. Donc, lorsque ça sera une chaîne de caractères, automatiquement, c'est cette fonction qui va s'appeler, quand bien même que les deux fonctions possèdent le même nom. Lorsque ça sera un nombre, automatiquement, c'est cette fonction qui sera appelée. Donc, dans une même classe, vous pouvez avoir des fonctions qui portent le même nom, mais au moins ce qui diffère du nombre d'arguments, OK, qui diffère dans le nombre, le type d'argument. Je vais donc changer ma fonction ici pour dire palindrome, ainsi de suite. Donc, on a vu ce parameterize test. Je disais qu'il était possible de fusionner ces deux-là parce que ici, vous avez test palindrome, peut-être pour les valeurs positives. Okay. Ici, vous avez test palindrome pour les valeurs négatives. Mais les deux tests-là font partie, testent en fait la même fonction. Okay? Les deux tests-ci testent la même fonction. Donc, on peut
on peut les jumeler dans un autre type de test qu'on appelle les nested class. Donc, je vais vous présenter ça. Vous irez, en utilisant l'API, vous pouvez chercher dans la documentation comment est-ce qu'on peut fusionner ces deux tests-là. En utilisant les nested. OK. OK, ça c'est... Monsieur? Yes. Vous avez dit qu'on recherche dans la documentation. Je sais pas, c'est la documentation de paramétrage. La documentation de JUnit. Donc, si vous cherchez Next Steps... Ah, je crois qu'il y a un volume. Donc, si vous recherchez dans la documentation Next Steps, vous allez voir, bon, je vais voir ça ici, la documentation de du JUnit. OK, nested test. OK. Ceci permet d'exprimer les relations entre plusieurs groupes. OK. Donc, si vous avez plusieurs groupes de tests, vous pouvez les regrouper de cette façon-là. Ouais. J'utilise nested et à l'intérieur, je peux avoir un certain nombre de classes que je peux écrire. Okay. En fait, un certain nombre de tests que je peux écrire. Donc, vous pouvez imbriquer à l'intérieur d'un test, vous pouvez avoir un autre test, et ainsi de suite. Et ces tests définissent leur propre before each, after each, et puis ils se comportent exactement comme des tests. Et sauf que vous pouvez regrouper au sein de ce sous-test des tests qui sont similaires, qui sont spécifiques sur un... C'est juste une façon de regrouper vos tests. C'est juste une façon de regrouper vos tests. Okay. L'autre information, c'est... je crois que c'était... OK. Disabling. OK. En fait, supposons que vous avez... ça arrive le plus souvent lorsque vous développez en groupe. Pourquoi est-ce que ça a marqué qui a eu échec de test? Lorsque vous développez en groupe, il arrive qu'une fonction ne marche pas, qu'elle ne passe pas certains tests. Okay? Je ne sais pas, sur GitHub, des personnes peuvent ouvrir ce qu'on appelle des issues. Okay? Si vous avez, donc, sur GitHub, des gens peuvent ouvrir des issues et il est conseillé d'utiliser ça lorsque vous travaillez sur un projet avec des camarades, vous créez votre repository et vous ajoutez vos propres participants dans le projet. Okay? Donc, si vous prenez le GitHub, vous allez vous rendre compte que votre fonction ne passe pas des tests, par exemple, à cause pour un certain nombre de paramètres. C'est-à-dire que c'est un test que vous n'avez pas pris en compte et vous avez oublié de gérer, par exemple, ce cas. Okay? Qu'est-ce qui se passe si une personne entre un nombre négatif? Okay? Supposons que dans mon test pour savoir si le nombre est palindrome, okay? Supposons que lorsque la personne passe un nombre négatif, qu'est-ce qui se passe?
dans mon palindrome, dans la définition de mon palindrome. Okay? Donc, vous avez publié votre application et votre application est déjà en cours d'utilisation. Et là, le client vous dit, tiens, lorsque je passe moins 12, 33, 21, votre programme plante. Par exemple, cette fonction-là, vous voyez, cette fonction ne marche plus lorsque j'entre moins 12, 33 et puis 21. Et là, vous savez que vous devez réécrire cette fonction-là afin que la fonction passe ce test-là. Mais votre équipe est peut-être occupée en train de gérer d'autres bugs et puis d'autres issues. Ce qui se passe, c'est que vous irez, par exemple, sur GitHub. Sur GitHub, la personne va ouvrir un issue comme ça et il va dire lorsque j'appelle votre fonction et je passe un paramètre là et puis la fonction ne marche pas. Okay. À chaque issue qui est ouvert, il y a en fait un numéro qui est attribué à ce issue-là. Okay. Par exemple, ici, vous allez vous rendre compte que le numéro qui est attribué à ces issues-là, c'est le numéro 2, numéro 3. Okay? Okay? Ça, c'est le issue numéro 3. En fait, vous pouvez lire ça. Supposons que la fonction, votre programme, votre logiciel est hébergé dans ce repository. Donc, vous savez que c'est le issue numéro 3. Okay? Puisque votre fonction échoue lorsque elle est appelée avec le paramètre moins, ce que vous pouvez faire, c'est de désactiver cette fonction-là en utilisant disable, okay? Et vous passez en paramètre la raison pour laquelle vous désactivez ce test-là pour le moment. Okay? Vous dites peut-être que cette fonction échoue, OK? Et puis, voir issue, peut-être numéro 3. Donc, ça fait que lorsque vous écrivez d'autres tests, le compilateur, en fait, les tests là vont passer tout simplement parce que pour le moment, ce test-ci est disable. Ouais, en fait, c'est-à-dire que mes tests passent parce que j'ai désactivé cette fonction-là. Il est toujours conseillé de préciser la raison pour laquelle vous avez désactivé un test. Ça fait partie des méthodologies adoptées quand vous écrivez vos logiciels. Donc, quand vous désactivez un test pour une raison quelconque, vous devez toujours préciser la raison pour laquelle vous avez désactivé ce test. Et s'il y a un document qui a documenté ce test-là, vous pouvez préciser la documentation. Mais le plus souvent, un simple issue qui a été souligné dans GitHub est suffisant pour que la personne se retrouve. Donc, comme ça, plus tard, si vous revenez et vous décidez de résoudre ce problème, vous savez où est-ce qu'il faut aller pour lire exactement ce qui ne va pas avec cette fonction. Mais comment est-ce qu'on résout lorsque on nous passe un nombre négatif? On pourra donc dire, on pourra aller dans la fonction ci et on pourra dire, OK, que le nombre soit négatif ou bien positif, il faut juste renvoyer sa valeur absolue. OK? Et vous voyez, en une ligne de code, on a résolu, en fait, on a juste modifié, que ce soit positif ou négatif, convertis-moi mon nombre en positif et je vais uniquement gérer les cas positifs. OK? Et donc, vous revenez ici, vous pouvez donc supprimer votre disable pour dire, en fait, OK, cet issue-là est déjà résolu. Je peux donc désactiver mon disable. Attends, pourquoi est-ce que ça a échoué? Ça devait passer, non? Je passe un nombre négatif et je demande de renvoyer sa valeur absolue.
quel est le problème? OK, la valeur absolue d'un it is the negative argument. OK. Donc, ce qu'on doit faire, non seulement on doit renvoyer cette valeur absolue, on doit comparer le résultat avec la valeur absolue également. OK. Parfait. Vous voyez que si on n'avait pas écrit le test, on ne saurait pas que notre fonction, en fait, a une erreur. Ouais, là, on se rend compte que notre fonction a passé les tests et puis on peut en fait retirer ce commentaire-là qui avait été mis pour signaler que la fonction est disable à cause de ce issue-là. Donc, progressivement, les gens traitent les issues. Donc, si vous partez, par exemple, sur une plateforme, vous allez vous rendre compte qu'il y a parfois des issues qui sont non résolues, tout simplement parce que des gens sont en train de travailler sur ça. Donc, par exemple, ceci. OK. Là, vous allez voir qu'il y a plus de 5000 issues qui ont été ouverts. Et pourtant, c'est l'un des frameworks les plus utilisés. Okay. Vous avez au moins 5000 issues qui ont été signalés dans ce. OK, vous voyez, tous ces issues-là, il y a au moins 5000 qui sont en cours et il y a 12 000 qui ont échoué. Les gens vont donner les détails, la raison pour laquelle ça échoue. Vous voyez, ici, il y a un numéro qui est associé à cet issue-là. C'est le issue numéro 51 544. Et donc, c'est un bug. La personne précise comment est-ce qu'il faut reproduire cela. Il y a sûrement les paramètres. Et puis, de l'autre côté, ils vont vérifier si ça passe les tests. Okay? Tant que ce n'est pas résolu, ils ne vont pas cliquer sur « Close ». En fait, si c'était moi qui avais ouvert cet issue-là, j'aurais la possibilité de close ou bien de dire que le issue est résolu. Okay? Donc, ceux qui développent ce framework peuvent en fait cliquer sur close ou bien, en fait, quand vous fermez, ça veut dire que le issue est en fait résolu. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, nous parcourons rapidement les tags et puis nous allons arrêter le cours. Donc, vous pouvez créer des tags en utilisant la notation @tag et vous donnez un nom à ce tag. Okay. Le nom, par exemple, on dit ne doit pas être nul, ne doit pas contenir d'espace, ça doit contenir que des caractères alphanumériques, donc pas des caractères spéciaux. Ça ne doit pas contenir une virgule, pas de parenthèse ouvrante, fermante, pas de guillemets. Bref, donnez les noms à votre tag comme si vous étiez en train de déclarer une variable. Bref, c'est l'approche qu'il faut utiliser. Donc, on utilise $tag et on passe le nom. Ici, je tag, par exemple, le nom de ma classe. Okay. Vous allez utiliser les tags par exemple, vous avez plusieurs modules, vous avez plusieurs packages et vous avez écrit des tests pour ces modules-là. Okay? Donc, il y a des tests qui sont considérés comme des tests unitaires, okay? Des tests qui s'exécutent uniquement lorsque je vais tester, par exemple, mon module étudiant. Je vais tester uniquement mon module étudiant. Dans ce cas, c'est un test unitaire qui ne s'applique que sur déjà. Mais il y a des fonctions qui ont, par exemple, besoin d'un autre module. Okay? C'est en quelque sorte des
des méthodes qui impliquent les deux modules. On les appelle, vous voulez tester l'intégration d'un autre module à votre module étudiant. Okay? Donc, ces fonctions-là, vous pouvez donner un différent tag. C'est-à-dire que je peux peut-être dire, ça sont les tags pour mon test d'intégration, par exemple. Ça, c'est, je donne un nom, étudiant to case. Okay? Là, j'ai donné un nom différent. Donc, quand il s'agit de tester mes étudiants l'un seul, je vais utiliser un tag qui désigne tous les tests concernant l'étudiant et puis je vais utiliser un autre tag. Donc, vous vous retrouvez avec plusieurs tags qui dépendent du test que vous souhaitez réaliser. Test, je crois, c'est vraiment tout ce qu'il faut dire sur les tags. Et puis, lorsque vous exécutez, vous pouvez choisir quel est le tag que vous souhaitez exécuter. Donc, nous allons repartir sur notre code là. Et par exemple, dire, je vais appeler celui-là. Donc, il va aller sur mes tests. Disons que ça, c'est les palindromes. Donc, je vais dire tag. Je vais dire, par exemple, ce tag-là, c'est le tag des palindromes. Okay? Donc, ça c'est peut-être un test qui teste les palindromes. Ici, j'ai un autre test. Par exemple, pour le deuxième test pour les palindromes, 60 palindromes entiers. OK, par exemple, 100. C'est pour tester les palindromes. Et là également, c'est pour tester les palindromes. Donc, vous avez un test qui porte sur les palindromes et puis j'ai un autre tag ici. Par exemple, celui-ci va peut-être utiliser des tests, simplement calcul, OK? Donc, ça, c'est peut-être des tags. Le reste, peut-être je veux juste tester approximation. Donc, ça, ce sont les tags. Ça fait donc que j'ai créé deux différents types d'exécution. On les appelle des configurations. Je vais aller sur Eclipse et je vais créer une configuration là. Et je vais dire dans JUnit Test, OK, vous voyez ici, on dit include and exclude tag. Donc, je peux venir là et je vais dire include tag. Il faut inclure le tag, par exemple, palindrome. Okay. Là, vous êtes en train de créer un test d'être sur les palindromes. OK. Comme ça. Peut-être un test sur les palindromes. Et puis, vous appelez. Et puis, vous cliquez là. Si vous exécutez cela, ce test va uniquement s'exécuter pour les fonctions qui ont été désignées comme étant des fonctions pour le palindrome. Vous voyez ici, il n'a exécuté que chaîne palindrome, nombre palindrome et puis chaîne palindrome, puisque nous avons écrit 3 fonctions de palindrome et nous avons utilisé 3 tags, donc palindrome ici. Vous voyez qu'avec ça, vous pouvez avoir des tests qui s'exécutent sur des parties bien précises de votre code. On peut également taguer des classes. Par exemple, si j'ai une classe ici, je peux taguer cette classe comme étant, peut-être, cette classe se charge de tester, par exemple, TP. Je peux créer ma deuxième classe ici qui se charge, par exemple, de tester d'autres fonctions, ainsi de suite. OK? Donc, bref, c'est en général ça l'idée. On peut créer des tags et exécuter, par exemple, si je teste sur les palindromes. Quand je vais cliquer ça, il va tester uniquement mes palindromes. Je peux décider de créer une autre configuration. Cette fois-ci, je peux dire test, par exemple, sur les calculs, sur les fonctions de calcul.
et nous avons dit le tag qu'on avait utilisé, c'était calcul. J'apply et je veux faire run. Il va exécuter mes tests uniquement sur les fonctions qui sont considérées comme des fonctions, en fait, sur les fonctions qui ont été taguées avec la chaîne de caractères calcul. Donc, avec ça, je peux avoir plusieurs tests, des tests. Je ne suis pas obligé d'exécuter tout mon code. Donc, pour filtrer, vous pouvez utiliser disable pour désactiver certains tests. Pour une raison quelconque, vous désactivez votre test. Vous pouvez également utiliser tag pour désigner les tests que vous souhaitez exécuter et ceux dont vous ne voulez pas exécuter. Donc, c'est une façon de grouper vos tests. Donc, on pourrait remplacer, par exemple, palindrome par étudiant. Comme ça, il s'agit de tester uniquement le module étudiant. Je peux avoir un autre tag qui désigne la caisse. Chaque fois que je vais cliquer sur test caisse, il va exécuter toutes les fonctions qui permettent de tester la caisse, et ainsi de suite. Donc, nous arrêtons là. Et le code source de cette partie sera disponible sur la page GitHub.